Le sud du Liban, en pleine zone d'occupation israélienne. Rares sont ceux qui ont pu atteindre cette zone frontalière, l'une des plus dangereuses du pays. Nous y sommes parvenus à bord de l'un des seuls convois humanitaires autorisés à y circuler. Derrière les vitres, un paysage apocalyptique. Mais au bout de ces kilomètres de dévastation, se dresse comme un mirage un îlot intact. Le village chrétien de Ain Ebel. C'est là que nous allons poser nos bagages, chez la famille de Wadi. En gros, c'est l'armée israélienne qui est responsable ici maintenant, parce que c'est la seule qui a le pouvoir ici actuellement. Nous nous sommes retrouvés obligés de vivre selon ces règles, si je puis dire. Ce n'est pas facile pour nous parce que nous avions l'habitude d'avoir notre liberté en permanence. Mais maintenant, tout est restreint. Chaque fois que vous voulez faire quelque chose, vous devez demander et obtenir une autorisation. Prise en étau entre Israël et le Hezbollah, cette région ne connaît aucun répit depuis mars 2026. L'aviation israélienne menace en continu, et les tirs de roquettes du Hezbollah volent au-dessus des têtes, interceptés par les systèmes de défense israéliens. J'ai ramené des galettes. Déjà chassés par les combats en 2024, Wadi, Dima et leur petite fille Freya ont vécu un an d'exil à Beyrouth. Allez, installe-toi. Bon appétit. Lorsque l'invasion israélienne a débuté cette année, ils ont refusé de fuir à nouveau, par crainte de ne plus revoir leur terre. Désormais, leur défi quotidien est de préserver leur fille de 3 ans. Freya est petite pour vivre ce genre de choses. La guerre, les bruits qu'elle entend tout le temps, la peur. Elle n'a que 3 ans. Et depuis sa naissance, elle vit cette guerre. C'est vraiment triste qu'elle subisse ça. Mais les enfants à cet âge-là, si tu leur montres que tu n'as pas peur, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Chaque jour, il faut ruser avec la réalité, nourrir le rêve d'un ailleurs. Quand il n'y aura plus de boom, qu'est-ce qu'on va faire à Beyrouth? Je vais jouer Où ça? chez ma cousine Sky. Et où aussi? Au terrain de... Je Ici, la guerre se voit et s'entend en permanence. Elle s'invite jusque dans l'intimité. La frontière est si proche que les téléphones captent des messages d'alerte destinés aux Israéliens. Au même moment, l'État hébreu ordonne l'évacuation de tout le sud du Liban. T'as vu la nouvelle carte? Toute la région en dessous du fleuve Zahrani doit être évacuée. Non, je ne l'ai pas vu. Attends, je regarde. Aujourd'hui, on est pris entre deux feux. On ne sait pas d'où le missile va venir. C'est ça qui nous fait le plus peur maintenant. Les tirs d'interception me font peur. J'ai peur que quelque chose nous tombe dessus par erreur. On est vraiment entre les deux. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Un missile est déjà tombé chez nous par erreur, sur la maison. Et ce matin, on a appris qu'une roquette était tombée sur le village voisin, Armeish. La zone est dangereuse, et ça aussi, ça me fait peur. Cerné par les combats, Ain Ebel vit en état de siège, coupé du reste du Liban. Depuis des mois, le village ne survit que grâce aux convois humanitaires. Mais les accalmies qui permettent leur passage se font de plus en plus rares. Et 2 paquets pour Antoine. Chaque livraison est un événement qui mobilise une bonne partie des habitants, sous la houlette de Ayoub, le maire du village. On a besoin de 3-4 personnes en plus pour venir nous aider dans la caserne. Mais ici, les voies d'approvisionnement se referment plus vite qu'elles ne s'ouvrent. Général, désolé de vous déranger encore une fois. Le convoi de demain, quelle est la probabilité qu'il ne passe pas selon vous? 100%. Ah, donc pas de convoi demain. Je rentre chez moi? Comme je te dis.
Au Liban, il est interdit de communiquer avec les Israéliens. Pour coordonner les déplacements, un système de contact indirect a été mis en place après la guerre de 2024. Sur le terrain, il crée souvent lenteur et confusion. On fait une demande à l'armée libanaise. L'armée l'envoie à l'ONU, l'ONU aux Américains ou aux Israéliens, je ne sais pas, et dans le sens inverse. Quand les Américains acceptent, que les Israéliens et l'ONU acceptent aussi, ça revient alors à l'armée libanaise qui vient dans la zone et accompagne le convoi. C'est comme si on était dans une grande prison. On ne peut aller nulle part. Il faut toujours l'autorisation d'une centaine de personnes. Cette situation est vécue comme une injustice par les habitants qui espéraient rester à l'écart du conflit en ayant maintenu le Hezbollah à distance. Mais face à l'avancée éclair des troupes de l'État hébreu, cette stratégie a très vite volé en éclats. L'armée libanaise s'est retirée et pendant près d'un mois, une partie du village a vécu sous occupation israélienne. Ça, c'était l'endroit où les chars israéliens Merkava se garaient. C'était leur base ici. Wadi fait aujourd'hui venir une équipe de nettoyage au domicile d'un ami, réfugié à Beyrouth. Sa maison était devenue un QG de l'armée israélienne. Il y avait de la nourriture partout ici. Ils ont tout déplacé, les canapés, les fauteuils. Vous pouvez voir des traces de balles un peu partout sur ces maisons. Bonjour, comment allez-vous? Entrez. Je vais acheter des bâches en plastique pour reboucher les fenêtres brisées. Et il y a aussi en haut. C'est pas de l'hébreu, ça? Je sais pas. Ici, c'est du français. Mais les numéros sont en hébreu, non? Peut-être. Il va falloir nettoyer la salle de bain aussi. Au total, une trentaine de maisons a été saccagée à Ain Ebel. Personne ne sait si leurs propriétaires seront un jour dédommagés. On se dit toujours, au moins elle n'est pas bombardée. C'est mieux. Bien sûr, ce n'est pas génial, mais ça aurait pu être pire. Aujourd'hui, la ligne de front s'est déplacée plus au nord. Mais la menace est toujours là. Les équipes médicales le savent mieux que quiconque, le blocus peut aussi tuer. Dans ce minuscule dispensaire ouvert en avril, 6 médecins se relaient chaque semaine, dont le docteur Matar. Il tousse encore beaucoup? Non, il tousse tous les 2 jours maintenant, et encore, s'il y a de la poussière. Ça va, c'est pas grave ça. Le lieu fait office de service d'urgence, mais seuls les cas légers peuvent être réellement pris en charge. On ne peut rien faire ici. On prend le patient qu'on peut, on l'aide rapidement, on lui donne des médicaments, on essaie de le traiter. Vous avez bien vu ces quelques cas, c'est tout ce que l'on peut offrir. Ce jour-là, un homme est admis pour un simple mal de ventre. Le docteur Matar soupçonne quelque chose de plus grave. Je vais quand même lui faire un check du cœur. L'équipe conduit les tests. Jusqu'à la confirmation, le patient fait un infarctus. Le médecin réussit à le stabiliser, mais il sait que ce ne sera pas suffisant. On va essayer de trouver un moyen de t'évacuer demain. Sinon, tu rentreras chez toi jusqu'à ce qu'on te trouve une route. Le docteur Matar se veut rassurant, mais le siège n'est pas si simple à briser. Il faut attendre les autorisations, encore et toujours.
Ce que nous avons compris pour l'instant, c'est que la situation est compliquée pour évacuer, soi-disant parce que la route est détruite et que les véhicules ne peuvent pas circuler. Mais le fond du problème, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'un patient doit être transféré et que sa vie est en danger. Ok, on est content qu'il soit maintenant stable, mais à n'importe quel moment, il peut y avoir une complication. Et à ce moment-là, on fait quoi? Il meurt, et toi tu regardes, parce que tu ne peux rien faire. Toute la nuit, le médecin reste accroché à son téléphone. Coup de chance, la Croix-Rouge finit par obtenir un feu vert dès le lendemain matin. Mets sa tête ici. Allez, allez. À son arrivée, une course contre la montre s'engage. Le calme précaire, indispensable à l'évacuation, peut voler en éclats à tout moment. Ah, mon Dieu. Et n'oublie pas ton casque. Au total, 12 patients doivent être exfiltrés de la région. Certains sont bloqués depuis des jours. L'ambulance quitte le village en direction de la ligne de front. J'espère qu'ils vont réussir à passer. Quelque chose peut arriver sur la route et ils devront revenir. Mais si Dieu le veut, il ne se passera rien, parce que le patient doit vraiment arriver à Beyrouth. Wadi, lui, attend l'arrivée d'un autre convoi qui doit aussi profiter de cette fenêtre d'opportunité pour tenter de rejoindre le village. Sa belle-mère fait partie du voyage, déterminée à revenir à leur côté. Il y a une voiture, tu peux la voir? Elle est juste là. Je crois que c'est eux. Mais attends, c'est qu'une voiture? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, une seule voiture? C'est peut-être la Croix-Rouge seulement? Mais même la Croix-Rouge ne circule pas comme ça, toute seule. Aucun convoi à l'horizon. Seulement des nuages de poussière soulevés par les chars israéliens. L'attente se prolonge. Puis les nouvelles tombent, confuses. Mais pourquoi ça prend du temps? Ça fait déjà une dizaine d'heures qu'ils sont sur la route, juste à côté. Comment ça peut prendre encore 1 heure? Je ne comprends rien. Apparemment, ils ont balancé des grenades assourdissantes et les casques bleus français sont sortis des véhicules et ont commencé à tirer sur les drones. Quoi? Le Hezbollah ou... Mais non, pas le Hezbollah, les Israéliens. Fait chier. Les heures passent jusqu'au coup de massue. Bon bah voilà, maintenant il est 18h, c'est-à-dire que ça fait 12 heures qu'ils sont sur la route et on me dit qu'ils abandonnent. Ils retournent à Beyrouth, ils vont pas continuer. La Croix-Rouge a dû elle aussi rebrousser chemin. Au cœur du village, la colère éclate. Ça suffit, c'est honteux. Cette situation n'est plus acceptable. Les habitants reçoivent les images des barrages, érigés par les Israéliens, et des routes défoncées, devenues impraticables. Le pire est en train de se produire. Le village est entièrement bouclé. Cette femme fait partie des 12 patients que la Croix-Rouge essayait d'évacuer. La barrière? Comment tu veux la contourner? Elle fait toute la largeur de la route. Il est interdit de passer. On nous a dit de nous arrêter. Le maire enchaîne les appels pour tenter de comprendre la situation. En vain. Son équipe avait pourtant reçu toutes les autorisations. Si vous nous donnez le feu vert via le système de liaison, vous devez en assumer la responsabilité, qui que vous soyez. Aujourd'hui, nous sommes tous énervés et frustrés, parce qu'on sent qu'il n'y a pas d'État derrière nous. Rien du tout. Nous, on est bloqués dans une région où on ne sait pas qui donne les ordres. Est-ce qu'on est sous occupation? Oui ou non?
Alors qu'au loin, les combats s'intensifient, Wadi ravale sa frustration et sa colère. Vous avez entendu ce son? Tous ces villages là-bas, il n'y a plus personne. Ça, c'est Hanin. Et ça, c'est Tiri. Vous pouvez entendre le bruit des moteurs diesel, certainement des chars israéliens, ou peut-être des bulldozers. Et vous pouvez entendre les tirs maintenant. Je pense que ce sont eux en train de bouger dans la région de Tiri. Ça, c'était de l'artillerie. Ah, voilà. On a entendu quand c'est parti, et maintenant on a entendu quand ça a atterri. Et encore un tir d'artillerie. Toute la nuit, les affrontements se poursuivent. Et l'idée qu'un convoi atteigne la zone s'éloigne un peu plus. Livrés à eux-mêmes, les habitants de Ain Ebel s'accrochent à leurs traditions et à leur foi. Un ultime refuge qui rythme leur quotidien. Pour Ayoub, Wadi ou encore Dima, ces célébrations dépassent aujourd'hui le cadre religieux. Elles sont une manière de rappeler qu'ils sont toujours là et qu'ils refusent de fuir. Mais à quel prix? Alors que les 12 patients n'ont toujours pas pu être évacués, le docteur Matar peine à cacher son amertume. Ces évacuations chaotiques sont d'autant plus frustrantes qu'il y a à Ain Ebel un hôpital militaire flambant neuf. Mais il n'a jamais ouvert ses portes. Cet hôpital a été construit il y a 40 ans, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas fonctionné. Parce que personne n'a accepté de le prendre en charge, de payer et de le mettre en service. La hantise du médecin, que l'histoire se répète et que l'armée israélienne prenne une fois de plus le contrôle des institutions locales. Il est où l'album photo? De 1978 à 2000, l'État hébreu avait déjà occupé cette bande frontalière. Après le retrait de l'armée israélienne, le docteur Matar, qui dirigeait un hôpital dans la région, avait été accusé de collaboration. Ça, c'était les médecins qui travaillaient avec moi. Les Israéliens, s'ils voulaient, ils pourraient dire « On ouvre l'hôpital du village et vous, l'équipe, vous allez travailler dedans ». Ça me fait peur, parce que je ne veux pas que ce qui m'est arrivé à l'époque se répète. Surtout que dans notre travail de médecin, on ne peut pas abandonner les gens, on est obligé. Cette photo me rappelle comme j'étais beau et jeune. Le temps passe, la vie tourne. Maintenant, j'évite même de rencontrer ou voir des Israéliens. Pas par haine, ni par rancune, mais c'était une expérience horrible des deux côtés. Et puis ce n'est pas notre peuple. On ne peut pas vivre avec eux. C'est impossible. Nous sommes ici avec les chiites depuis 1000 ans. Et c'est avec eux que nous devons continuer. Mais quand ces habitants chiites pourront-ils retrouver leurs terres, entièrement rasées par l'armée israélienne? Pendant combien de temps, cette fois, durera l'occupation? Face à l'inconnu, la seule urgence ici est de tenir bon, jour après jour. Je t'aime. C'est quoi ces booms?
Des tirs de chars d'assaut? Des drones? Et qui d'autre fait des booms quand tu te bouches les oreilles? Les avions? Moi, de toute façon, j'ai pas peur. Tu n'as pas peur? Non. Tu es courageuse. Derrière les rires, la guerre a tout emporté pour ce jeune couple. Leurs familles sont parties et l'économie locale s'est effondrée. Wadi gérait un restaurant qu'il n'arrive plus à ouvrir faute de marchandises. Dima, elle, travaillait à l'école locale, contrainte de fermer ses portes après la fuite des élèves, en grande partie originaires des villages voisins. Le problème, c'est comment gagner de l'argent, comment travailler, payer l'école. Les enfants d'ici sont privés de leur enfance. Ils n'ont connu que la guerre. Ils ont seulement vu des conflits. Nous, quand on était petits, la vie était quand même plus belle. Il y avait plus de choses à faire. Tu pouvais aller à Beyrouth, tu pouvais avoir plus d'activités. Maintenant, on ne peut plus rien faire. Après des jours d'attente, une nouvelle arrivée fait renaître un peu d'espoir. Des casques bleus, qui étaient aussi bloqués sur leur caserne, viennent d'atteindre les hauteurs du village. Le maire n'y croyait plus et retrouve le sourire. Eh ben, prends-les en photo, Georges. Ces forces onusiennes doivent désamorcer 2 munitions tombées sur le village 10 jours plus tôt, sans exploser. Regarde-moi tout cet équipement. Depuis le départ de l'armée libanaise, les casques bleus sont les seuls à protéger ces populations, malgré une situation qui les empêche, eux aussi, de circuler librement. Il y a un obus derrière la maison. C'est un obus de char d'assaut israélien qui s'est planté dans la terre. L'autre projectile provient de ce drone kamikaze appartenant au Hezbollah. Un appareil de fabrication iranienne qui s'est écrasé sur un toit. Le contingent finalise son plan d'action et se prépare à démarrer l'opération de déminage. Tout le monde doit partir. Restez pas là! Tout le monde redescend la rue. Mais alors que le maire s'apprête à quitter les lieux... C'est quoi ça? Un raid? Mais c'est là qu'ils doivent passer. Un convoi essayait encore une fois d'accéder au village. Pour la 3e fois consécutive, il devra faire demi-tour. Dans ce huis clos frontalier, rien ne se déroule jamais comme prévu. Il faut, jour après jour, ravaler sa colère, feindre la patience. Certaines dates deviennent alors des bouées de sauvetage. Happy birthday to you. Happy birthday to Mami Papoudi. Happy birthday to you. Wadi et Dima célèbrent aujourd'hui leurs 20 ans de rencontre. Un anniversaire en miroir, puisque leur histoire a débuté avec la guerre de 2006. 2 décennies plus tard, c'est une nouvelle génération que le conflit prive de son insouciance. Tu vois le petit point noir dans le ciel? Regarde l'avion où il est. Tu le vois? Pour combien de temps encore? Maintenant, quand on nous dit qu'il y a un cessez-le-feu, on ne se sent pas inclus dedans parce que rien ne change chez nous. On ne sait ni pourquoi, ni comment, mais les décisions de cessez-le-feu n'arrivent jamais jusqu'à nous. On n'a pas d'autre solution. Et franchement, on est très fatigué de tout ça. On voudrait vraiment que tout ça s'arrête sans plus de dégâts et le plus vite possible, parce qu'on est à bout. L'ouverture d'une voie de circulation nous permettra de quitter Ain Ebel quelques jours plus tard. Pour les habitants, il ne s'agira que d'un court répit.